C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Salut! Salut à tous! Il y a quelques mois, je vous ai fait une petite vidéo sur La Planète au Trésor, ce film d'animation de mon enfance qui m'a beaucoup suivi et accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous avait bien plu. Mais il n'est pas le seul film d'animation de mon enfance qui a laissé une empreinte indélébile sur moi. Car oui, comme vous le savez sûrement, j'ai grandi dans la fin des années 90, début 2000. Et à cette époque, il y a un autre Disney un peu spécial qui est sorti, l'Atlantide, l'Empire perdu. Et il est un peu spécial, car il sort des sentiers battus qu'a l'habitude de nous pondre Disney. À l'instar de La Planète au Trésor d'ailleurs. Écoutez, c'est très simple, ils voulaient quelque chose de tellement différent à cette époque, qu'ils ont porté des t-shirts pendant toute la production où il était noté moins de chansons, plus d'explosions. C'est vous dire à quel point ils voulaient s'éloigner de la formule classique. Mais je m'égare, revenons au début. Nous sommes en 1996, et dans un petit Mexicain de Burbank en Californie, un duo de réalisateurs discute autour de tacos et de chimichanga de bonne aloi. Ce duo, c'est Gary Trousdale et Kirk Wise. Et si vous ne les connaissez pas, c'est les gars juste derrière La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. Exactement derrière. Ils sont donc là en train de se régaler et cherchent un moyen pour rebosser ensemble. Ils échangent donc sur les films qu'ils préfèrent, et ils tombent d'accord pour dire que les films d'aventure à l'ancienne, ça manque quand même grave. Et je ne vais pas les contredire là-dessus. Il a raison. Il a raison. En gros, ils voulaient réaliser un film d'aventure proche de 20 000 lieues sous les mers ou Voyage au centre de la Terre, en hommage au Adventureland du parc Disney. Ils reviennent donc de leur pause déj, parlent de leur idée, et ça plaît énormément. Ils savent que ça va être galère à produire, mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'était l'époque où Disney cherchait à se renouveler. Alors difficile ou pas, ils vont essayer. Ils se lancent donc dans la partie créative. Ils vont aller se renseigner sur le internet de 90, sur les différents mythes qui pourraient être intéressants à développer, et finissent par en choisir un qui saura captiver l'audience autant qu'il les a captivés, l'Atlantide. C'est un grand sujet. Sacré morceau quand on sait à quel point le mythe a été trituré dans tous les sens, depuis sa création par Platon vers 300 avant ce bon vieux JC. Il est très pop, le pote Christ. Et au cas où vous seriez totalement ignorant de cette œuvre, ça raconte l'histoire d'une île atlantique qui, 9000 ans avant Jésus-Christ, était déjà très en avance technologiquement sur tous les peuples de l'époque. Ils étaient si insolemment puissants que pour les punir, Poséidon les fit sombrer, eux et toute leur civilisation, dans les eaux en une seule nuit. Et calmez-vous si vous avez des résultats différents dans vos recherches, comme je vous l'ai dit, le mythe a été trituré des tas de fois depuis sa création. Moi ce que je retiens, c'est qu'ils expliquent avoir lu des trucs complètement délirants sur internet à l'époque. Et il y a des gens qui gobent ces âneries. Oui, il y avait déjà du complotisme sur le internet de 90. Complotiste, hein? Théorie du complot. On a l'idée, maintenant il nous faut un scénar et des milliers de dessins pour rendre l'idée vendeuse. Ils vont donc aller voir leur pote Tab Murphy, qui leur avait déjà scénarisé Le Bossu de Notre-Dame. Pour la petite anecdote, il a aussi fait le scénar de Tarzan, et il écrira également celui de Frères des Ours un peu plus tard. Et pour les illustrations, ils vont faire appel pour la première fois dans l'histoire du studio à 4 artistes freelance. Matt Code, un dessinateur complètement barré, avec des designs de villes gigantesques qui fourmillent de détails, et qui avait déjà participé à l'élaboration des designs de Men in Black ou Jurassic Park. Il se chargera de créer les éléments technologiques tels que les sous-marins ou le Léviathan. Jim Martin et ses designs de véhicules très qualitatifs, qui s'occupera des différents véhicules donc, et qui avait déjà bossé sur Starship Trooper et plus tard sur Captain America First Avenger. Ricardo Delgado, un auteur de comics surtout connu pour ses ouvrages L'Âge des Reptiles, qui créera le design des Atlantes ainsi que leur technologie et les créatures du coin. Et le grand Mike Mignola, le papa de Hellboy, qui s'occupera des designs des personnages et qui aidera aussi à l'écriture, étant lui-même un auteur prolifique de BD et de comics. Ils ont donc pris les dessins de ces 4 légendes, les ont mélangés aux dessins de leurs propres animateurs, ont mixé ça avec le scénario de Tab, et pouf, on a un projet viable. Projet qui sera sans surprise validé et partira en production pour les 4 années suivantes, avec une sortie prévue pour fin 2001. S'en suivent les recherches et autres créations pour alimenter le scénario. La gestion créative se fera d'ailleurs en accord avec la théorie de l'atout du plus, dont parlait Walter Disney himself. En gros, c'est laisser les commandes, au moins partiellement, à celui ou celle qui a les bonnes idées pour faire avancer le projet, laissant de côté une conception plus verticale, où un gros bonnet quelconque prend toutes les décisions créatives parce que c'est lui le plus haut placé. Une façon de travailler que je valide complètement, c'est toujours mieux de demander son avis à un gars qui a les mains dans le cambouis qu'à un random en costard-cravate. Et quand on voit le mix des différentes technologies de l'époque à l'œuvre dans le film, on sent bien ce mélange d'influences artistiques qui ont été canalisées dans la production. Mélange des technos, mais aussi des mythes, car ils vont aller piocher dans des tas d'histoires toutes plus folles les unes que les autres pour leur film, comme par exemple les cristaux d'énergie au centre de l'œuvre. Cristaux basés sur les écrits de Edgar Cayce, un médium et prophète autoproclamé du début du XXe siècle qui croyait dur comme fer en cette lithothérapie un peu énervée, où les cristaux pourraient contenir, augmenter et restituer de grandes quantités d'énergie. Il était fou comme tout le monde, comme moi, comme vous. Et puisque nous allons suivre des explorateurs qui découvrent l'Atlantide, il faut créer leur technologie aussi, qu'ils ont décidé de situer en 1914. Une époque merveilleuse où l'industriel vient bousculer l'obscurantisme, et où des tas de découvertes sont faites. C'est donc parti pour des visites de sous-marins du début du siècle, et de multitudes de musées qui parlent de cette époque. Ils vont même aller jusqu'à faire venir le créateur du Klingon de Star Trek,
Mark Okrand, pour leur créer tout le langage des Atlantes. Langue qui sera une sorte de proto-indo-européen assimilé au dialecte sumérien et amérindien. C'est mélange de latin et de langue visigoth. Oh là là, c'est la langue du diablote. De toute façon, c'était ça la force du Disney de l'époque, cette capacité à nourrir ses créations avec des bouts d'autres œuvres, toujours de manière organique et en y ajoutant leurs pattes pour un résultat qui plaît au public. Donc voilà, après 4 ans à pondre du concept, réécrire, repondre et réécrire, sort le 28 novembre 2001, le film qu'on va aborder immédiatement. Let's go! Et on commence sur le classique logo Disney, présenté d'une manière qui m'a beaucoup marqué étant gosse. On dirait presque le début de BioShock. On enchaîne ensuite sur une explosion. Et puis une bien vénère, hein. Explosion qui inquiète beaucoup les gens à l'écran, gens qui s'expriment dans une langue étrange et qui montent des véhicules en images de synthèse super bien faits. Et en même temps, on peut comprendre leur panique, surtout quand tu es poursuivi par une vague 200 mètres de haut, qui s'approche d'ailleurs dangereusement de ta cité. C'est dangereux pour la santé. Mais ne vous en faites pas, ils ont un système de sécurité hyper performant qui abducte la reine locale et enferme la ville dans un dôme d'énergie protecteur, avant qu'elle ne soit engloutie par les eaux. Puis titre. Ouais, ça accroche d'entrée de jeu. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Transition sur un musée de Washington DC en 1914, où nous faisons la rencontre de Milo James Thatch, un archéologue slash linguiste fasciné par l'Atlantide. Doublé en VO par Michael J. Fox, oui, Monsieur Retour vers le futur en personne, et par Luc Hamet en VF. Milo donc, qui nous fait, à nous et à son audience, une présentation poussée du mythe de l'Atlantide. L'Atlantide avait l'électricité, d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation impossible, mais non, pas pour les Atlantes. Mais qu'est-ce que c'est que les têtes de con? Comme quoi c'est une civilisation très avancée technologiquement, disparue depuis des millénaires, et qu'il est de son devoir de la retrouver pour en faire profiter le monde entier. Avec l'aide d'un bouquin nommé le Manuscrit du Berger. Manuscrit qui a été situé en Irlande après une mauvaise traduction d'un bouclier viking. Mais lui, qui est trop fort, a capté la mauvaise traduction et annonce que le livre serait plutôt... En Islande. Le téléphone sonne, et nous découvrons que notre cher Milo s'entraînait pour sa présentation dans son lieu de travail réel, la cave du musée, où il s'occupe de la chaudière. Ça pose tout de suite le personnage. Timide, ambitieux et ingénieux, avec un léger soupçon de folie. Ensuite, il y a cette petite scène trop mignonne, où il se remémore son grand-père l'explorateur, en mettant son chapeau de gigantesque colon. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Chapeau qui fait le même bruit ici que le bruit de la missive qu'il reçoit. Voilà, c'est un tout petit détail, mais ça m'a toujours fait bugger. De toute façon, la missive dit globalement « Non merci pour votre présentation sur l'Atlantide. L'Atlantide, non mais quel fou celui-là, tard plus !» Ils n'ont pas le droit de me faire un coup pareil. Ce qui enrage Milo, qui se précipite à l'étage supérieur pour se confronter à son boss, Monsieur Hardcore, doublé en VO par David Ogden Stiers, le doubleur anglais du vieux Kamaji, et de Radcliffe, et en VF par Michel Roule, qui fait aussi le père Cornelius du 5e élément, ou Fazou dans Mulan, qui est accompagné par ses 4 acolytes, Von Bone, Kaputnik, Podzerbi et Frinbin. Ouais, pour les personnages tertiaires, les animateurs se lâchent sur les prénoms. Mais bon, personne ne veut lui parler, et ils le fuient tous comme la peste. Même si là c'est abusé, il va carrément aller jusqu'à se planquer derrière une plante, alors qu'il sait très bien que tu le vois. Et il te fout son parapluie dans la gueule comme pour faire fuir un chien errant. Ce qui ne refroidit tout de même pas notre hardi héros un poil lourdingue. S'il vous plaît, monsieur, stop. Le muséum finance des expéditions scientifiques qui reposent sur des faits, pas des légendes ou des contes de bonnes femmes. Mais Milo, lui, ne lâche vraiment pas l'affaire. Il est même prêt à se jeter sur le capot de la voiture. Vous allez torpiller votre carrière comme l'a fait votre grand-père. Vous avez de grandes capacités, Mulot. Ne les gâchez pas en poursuivant des chimères. Enchaîné avec un démarrage de voiture qui lui en met plein la gueule. Dans ta gueule. Il rentre donc chez lui tout dépité, mais une surprise l'attend dans son salon. Voici Helga, la jeune et belle employée de Monsieur Whitmore avec son sexy saxo. Milo James Thatch. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? J'ai pensé à l'idée du saxophone. Elle vient proposer une offre à notre cher Milo, qui va la suivre sans trop hésiter. Oh, pour moi, elle est bonne. Dites-vous, avant d'arriver au manoir du boss, il y avait une scène coupée où Milo flirtait avec Helga, dans le genre Where are you taking me? Just sit back, relax, and enjoy the view, Mr. Thatch. The view out the window, Mr. Thatch. Et vive, vive, vive. Pour vous dire à quel point ce genre de personnage super hot dénote dans un dessin animé Disney. Au passage, c'est la seule du film qui a été designée et animée ailleurs qu'au studio américain, car c'est la branche française qui s'en est chargée, sous la supervision du japonais Yoshimichi Tamura. Oui, c'est un français d'origine japonaise qui s'occupe de Helga, titre, dans un film américain. Camoulox. On traverse rapidement la sublime demeure et on arrive directement sur son propriétaire, Preston Whitmore. Un petit yoga, ça vous tente? Un vieux pote de son grand-père qui a un petit cadeau pour lui.
Wow! Non, pas ses couilles, ceci. C'est le manuscrit du berger. Un vieux bouquin créé de toutes pièces par les artistes qui sera la clé de la route qui mène à l'Atlantide. Le vieux veut être sûr qu'il est assez motivé, alors il lui pose la question. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Mais je chercherai un financement, j'irai au muséum. Jamais ils ne vous croiront. Je trouverai l'Atlantide tout seul, même si je dois louer un pédalo. Je vous félicite, mon garçon. Voilà exactement ce que je voulais vous entendre dire. Et une fois convaincu, il lui sort le grand jeu. Non, il lui montre son projet. En gros, la plus large expédition jamais réalisée. Titre? Sérieusement. Bon, écoute mon garçon, mais pas la maternelle là. Mais pourquoi ferait-il cela, vous me direz? J'ai fait un pari avec ce vieux crouton. Je lui ai dit, si un jour tu le trouves, ton prétendu manuscrit, non seulement je finance ton expédition, mais je t'embrasse sur la bouche. Oh, imaginez le malaise quand il a trouvé ce satané bouquin. Vous m'avez embrassé sur la bouche. Bah en tout cas, ça c'est un mec de parole. Et un milliardaire tout ce qu'il y a de plus excentrique. J'ai dépensé sans compter. Mais bon, visiblement c'était des bons potes, et on peut rapidement constater qu'il est sincère dans sa démarche. Votre grand-père était un grand homme. Vous n'imaginez pas à quel point. Tous ces bouffons du muséum qui lui ont savonné la planche, si seulement je pouvais ramener ne serait-ce qu'une toute petite preuve, je serais un homme comblé. Et bipolaire comme il enchaîne avec plein d'entrain sur la présentation de l'équipe pour cette mission. Équipe qui a retrouvé le manuscrit quelques mois plus tôt. Où était-il? En Islande. Oui, je le savais. Tout ce qui leur manque, c'est un expert du sujet. Et je sais pas pour vous, mais moi ce début de film me hype de fou. Ah, c'est moi, je rêve. Mais il faut pas vous endormir. Allez, go, on y va là. Accrochez-vous, hein. Bah je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Nous voici donc en route pour l'aventure. Et nous allons découvrir toute l'expédition à travers les yeux de Milo. Vous connaissez déjà le gars, alors voici Cookie. Et puis ça, c'est quoi? Ça s'appelle une laitue. Laitue? C'est quoi ces salades? Ouais, c'est marrant. Le cuistot au look de vieux cowboy, doublé en VO par Jim Varney, qui fait aussi Zigzag de Toy Story. L'acteur décédera d'ailleurs malheureusement peu de temps avant la première du film. Et en VF, c'est le monumental Gérard Hernandez, qui était déjà cuistot dans La Belle et Clochard, Monsieur Hibou de Bambi, ou le vieux de la série française Mes chers voisins. Mais moi je le retiens surtout pour son interprétation dans Cheech and Chong, Il faut trouver le joint. Hijo de la chinga! Ah bah ça c'est un joint, mec. Ah bâtard, tu fumes? On avance donc, et on tombe sur Vincenzo Santorini, l'expert en démolition. J'ai poudre à canon, nitroglycérine, bloc-notes, détonateur, mèche, colle, trombone, grand modèle, hein. Enfin, vous voyez, la papeterie habituelle. Doublé en VO par Don Novello, le prêtre de Casper qui se fait retourner la tête, et dont les impros comiques ont beaucoup étoffé son personnage. Et en VF, c'est notre Jean Reno national. En même temps, quand t'as doublé Mufasa, Disney ne peut rien te refuser. En passant, c'est sûrement celui qui me fait le plus rire de l'équipage. Il a un peu un design de tortue engoncée dans sa carapace, qui comporte un protège-bijoux de très belle facture, ma foi. On peut aussi le remarquer à son cou qui s'allonge, à la façon d'une tortue. Et on continue illico avec le commandant Rourke, qui, comme son nom l'indique, va commander toute l'expédition. C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le... Il y a de très jolies photos dans ce bouquin, mais pour moi, rien ne vaut un bon western. Ça vous embouche à quoi, hein? Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. Doublé en anglais par le grand James Garner, connu là-bas pour ses westerns et autres films de guerre. Et en français par Jean Barnet, Sir Lionel dans Excalibur l'épée magique. Tu te souviens? Ou Jack la morsure de Rango. Ah oui, je me souviens. Un personnage carré et charismatique qui a l'air fort gentil, et j'ai bien dit à l'air. Nous verrons cela plus tard. Monsieur Whitmore, allons-y. Au revoir, monsieur Whitmore. Faites-toi honneur, mon garçon. Et c'est parti pour la plongée de l'Ulysse, un sublime sous-marin en images de synthèse, avec ce plan de fou qui mélange habilement la 2D et la 3D, et ces petites bulles en dessin que je trouve sublimes là. Trop beau, trop merveilleux. Milo s'installe sur sa couchette et fait la rencontre inopinée de la taupe, le géologue. Vous avez perturbé la Terre de toute la planète, l'équilibre séculaire. De son vrai nom, Gaëtan Molière. Oui, monsieur est français. Il est même giga français, car les animateurs se sont inspirés de Charles de Gaulle himself pour le créer. Là, j'ai vu une photo de Charles de Gaulle, son célèbre profil, alors j'ai posé le modèle sur mon bureau et j'ai dessiné. Qui pouvait plus incarner la France que Charles de Gaulle? J'appelle ça la France, et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et c'est Corey Burton, un gros doubleur dans le jeu vidéo, qui lui prête sa voix dans la langue de Shakespeare. Et Patrick Timsit dans la langue de Molière. Patrick qu'on avait déjà entendu pour son incroyable prestation en tant que Phil dans Hercule. Je ne suis pas client pour reprendre du service. Leur première interaction ne se fait d'ailleurs pas sans heurts, car Milo vient de s'installer dans son hangar à terre. C'est une catastrophe. Il ne faut pas mélanger l'Angleterre et la France. Alors oui, j'avoue, faut vraiment pas faire ça, mais moi j'aurais plutôt une autre question. Pourquoi tu mets de la terre sur ma couchette, bâtard? Après, lui aussi est très drôle, en plus d'avoir une excellente capacité d'analyse. Raconte-moi un peu ta vie, camarade. Fibre de papyrus du delta du Nil, 5 siècles avant Jésus-Christ. Rayon HB numéro 2, trace de peinture d'un bâtiment administratif. Tu as un chat persan à poil court. Numéro 3 d'une portée de 7. Oh là là. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Notre héros est sur le point de se faire jeter dehors comme un malpropre, mais il est sauvé in extremis par le médecin de bord, Amadou Gentil. Jeu de main, jeu de vilain, on ne fera pas ses petits camarades. Bas les pattes.
J'ai du savon et j'hésiterai pas à m'en servir. Doublé en VO par Phil Morris, marrant pour un médecin d'être doublé par un mec qui porte le nom d'une marque de cigarettes, et Mousse Diouf en VF, qui fera Mr. Bubble plus tard dans Lilo et Stitch. Un médecin aussi carré que Rourke, qui lui n'a pas l'air que gentil, mais l'est vraiment. Gentil, et qui se promène avec une scie à fémur. On sait jamais. Elle est belle, hein? Le catalogue vous garantit que ce petit bijou peut vous découper un fémur en 28 secondes. Moi, je parie que je peux le faire en 14. Il va d'ailleurs demander à Milo... Allez, un peu de courage, il faut me remplir tout ça. Avec quoi? Non mais sérieux, avec quoi tu veux remplir ces deux énormes trucs? Titre. Écoute mon grand, je sais que j'ai l'air gentil et calme, mais c'est qu'une apparence. Et il est une deuxième fois sauvé, cette fois par Madame Placard. Milo Thatch sur le pont, s'il vous plaît. Ah, merci. L'experte en communication, doublée par Florence Stanley en VO et Laurence Badi en VF, la serveuse de Cusco. Un personnage cynique et désabusé qui enchaîne les clopes. Encore une preuve de leur volonté de s'éloigner des persos classiques de la marque. Vous en connaissez beaucoup, vous, des persos Disney qui fument? Ouais, c'est pas faux. Petite pause dans la présentation des personnages, puisque nous allons passer sur le pont pour un exposé sur le protecteur de l'Atlantide, un homard géant. Cet animal mythique, ce monstre marin, figure dans le livre de Job. La Bible nous dit « De son affreuse bouche s'échappent des flammes et jaillissent des langues de feu ». Mais à mon sens, c'est une peinture rupestre ou une sculpture pour effrayer les superstitieux. Le homard, c'est un petit peu comme le champagne. Puis sur la route qu'ils vont devoir suivre pour atteindre leur but, en gros... C'est comme le siphon d'un évier, voilà. Et à peine fini, ils arrivent sur un cimetière de bateaux assez balèze, qui se trouve être la demeure d'une créature marine pas piquée des hannetons, et qui fait un sacré bordel sur l'hydrophone. Près d'Eshtem, l'eau, Tenog, Naageb. À l'intérieur de l'antre du Léviathan, vous trouverez enfin le passage qui mène à la porte. Je vous écoute. Flippant en vrai. Je sais pas, c'est flippant et intéressant ou juste flippant? On l'a bien entendu, maintenant on va bien le voir, car le voilà qui attaque le sous-marin. Ils ne vont d'ailleurs pas se gêner pour lui répondre, en envoyant la max de mini-sous-marins et de torpilles. Mais c'est une chape, une machine! Et oui, notre homard métallique est bien une création Atlante, ainsi qu'un sublime modèle 3D, qui passe encore hyper bien aujourd'hui. Non vraiment, il est énorme, bien détaillé, avec une tête qui fait bader, moi il me régale. Pendant l'attaque, on tombe sur la mécanicienne en chef, Audrey Ramirez, qui boucle une zone et tue sans pression un mec qui n'a pas eu le temps d'arriver. T'es mauvais. Doublée par Jacqueline Obrador en VO et Ethel Oubillet en VF, la doubleuse officielle de Penelope Cruz et Salma Hayek. Audrey qui annonce que c'est la merde. Le niveau monte à toute vitesse. On a combien de temps devant nous? 20 minutes si les panneaux tiennent bon. Plus que 5 maintenant. Pas de chance. Oh putain, on évacue illico vite. Les voilà à bord des canots de sauvetage, à fuir cette gigantesque bestiole qui ne les lâche pas. Ils en perdent un de plus, esquivent, s'en font démolir encore un, s'engagent dans le tunnel, un autre explose, ils frôlent les parois, Titre. et hop, enfin sortie d'affaire. J'en profite de 1 pour vous faire remarquer comme on est passé vite sur cette dinguerie en image de synthèse qu'est cette scène, et de 2 pour vous faire également remarquer le nombre d'hommes et de véhicules que ces deux petits vaisseaux contenaient. Une petite minute de silence pour les morts de l'attaque. 7 heures à peine que notre expédition s'est mise en route et les 200 membres qui la composaient comptaient parmi les plus braves que j'ai connus. Nous sommes les seuls survivants. Et pour foutre un peu la pression à Milo. Il semblerait que notre unique chance de survie repose sur vous, monsieur Thatch. Sur vous et votre manuscrit. On va tous crever. Sympa, vachement sympa. T'es juste une grosse merde. Après la version 20 milieux sous les mers, nous voici dans la partie voyage au centre de la Terre, avec une équipe réduite en hommes et en ressources. Ce qui met aussi la pression sur un Rourke qui commence à passer de sympa à vaguement agacé. Vous savez conduire ce machin. Si je sais conduire ce machin. Alors il y a le bazar pour tourner, le truc pour accélérer, le bidule pour freiner, et cette espèce de... cette... chose là. Bon d'accord, c'était une auto-tamponneuse, mais c'est le même principe. Au secours! Car oui, notre héros va très rapidement se mettre un peu tout le monde à dos, déjà parce qu'il a pas l'air d'avoir ce qu'il faut pour une telle aventure, et puis aussi parce qu'il fait chier tout le monde à vouloir montrer qu'il sait conduire, alors que non. Il va d'ailleurs finir derrière la sublime foreuse de Gaëtan, qui avec ce véhicule me fait de plus en plus penser au démolisseur des indestructibles. Puis il va se tromper sur la route à suivre, réveillant au passage une énorme bestiole, mais qui ne fera rien de plus que de crier un petit coup. Le petit trou du cul. C'est honteux. Et je suis obligé de vous laisser cette scène, qui je le sais, vous plaît beaucoup. Ça a dû prendre des centaines, qu'est-ce que je dis moi, des milliers d'années pour la construire. Et moi, t'as vu, j'ai construit un pont. Qu'est-ce que ça m'a pris? Quoi? 10 secondes. 11 à tout péter. C'est un classique. Et avant de continuer, je tiens juste à rapidement attirer votre attention sur les décors qualitatifs et le fait qu'on passe, alors qu'on est sous la terre, par un passage de neige. Voilà, ça me semblait suffisamment surprenant pour le noter. Vient ensuite la scène où ce beau bijou sera utile, et même pas pour longtemps parce qu'il va planter en 2 secondes.
obligeant la mécanicienne à venir voir ce qu'il se passe. Heureusement, c'est Milo qui va régler ça. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, la chaudière de cet engin est une UMAC modèle 4813. De temps en temps, il faut les boum pour leur apprendre à... Ouais, muchas gracias. Allez, bouge. Et on tient enfin un début de sociabilisation entre Milo et l'équipe. Et en voilà 2 pour la route. Allez, petite pause repas avant de continuer, où on peut constater la qualité des repas préparés par le chef Cookie. Escargot de Bourgogne et rouleau de printemps à la chair de crabe. On dirait de la terre ou de la merde. De la terde? Mais c'est peut-être pour ça que le seul à se régaler, c'est Gaëtan. Et c'est autour de ce bon repas qu'ils vont enfin se décider à inviter Milo avec eux. Hey Milo, tu viens t'asseoir avec nous? Mais pas sans une petite blague paix du plus bel acabit. J'avais comme un poids sur l'estomac et... Oh les gars, ça va aller les clichés sur les Français crasseux qui puent là? C'est plus fort que moi. Ah, c'est ma nature. Aïe, attention Philippe, le parapet! Et il leur explique qu'il était sur un chapitre très intéressant, concernant le cœur de l'Atlantide, qui serait une formidable source d'énergie. Et puis là, plus rien. On dirait que tout s'efface comme s'il manquait une page. Petit, respire. On n'est pas payé pour les heures sup. Il reconnaît qu'il s'emballe, mais en même temps, si on est tous là, c'est pour l'esprit d'équipe, l'aventure. À moins que vous ne soyez venus que pour l'argent. L'argent? L'argent? L'argent. Je sais pas, moi je dirais l'argent. J'aime l'argent. Et gros, le t'emballer comme ça, détends-toi un peu, Gentil va t'ausculter et te faire craquer un peu ta nuque toute raide de rat de bibliothèque. Puis il va nous raconter qu'il est fils d'un médecin sans frontières et d'une native américaine. C'est une blague. Non, pas du tout, j'ai fait médecine, j'étais diplômé. Tiens, regarde, ils sont pas beaux tous mes diplômes? C'est stylé. Allez maintenant au lit. De toute façon, moi, le soir, c'est un yaourt et dodo. Ça explose. Et comme il a bien commencé à sociabiliser avec les autres, on va continuer en se racontant des histoires en mode soirée pyjama. D'abord en racontant à Audrey à quel point Milo et son grand-père étaient proches. Ça pour le coup c'est un classique chez Disney, le personnage principal orphelin. Gaëtan passe dans son pyjama aux couleurs du drapeau français. Puis c'est Audrey qui nous raconte que son père voulait 2 garçons, un pour reprendre son garage et l'autre pour être un champion de boxe. Pas de chance. Il a eu moi et ma sœur. Titre. Et alors? Qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Elle a 24 ans et elle combat pour le titre le mois prochain. Et moi, je mets des sous de côté pour ouvrir un 2e garage avec mon père. Bel exemple d'inclusivité. Une petite pause le temps de laisser passer Madame Placard dans sa robe de chambre. On a oublié son pyjama, Madame Placard? Je dors à poil. Ah, c'est écœurant. Et c'est à Enzo de se lancer avec la best histoire. Ma famille, elle avait une boutique de fleurs. Un jour, chez le traiteur chinois, à côté, il y a eu, je ne sais pas, une fuite de gaz. Boum! Plus de traiteur chinois. J'ai décollé, je suis passé à travers la fenêtre. Et oui, j'ai trouvé ma voie dans ce boom. Carré, précis et marrant. Après, ça devait être Gaëtan, mais... Écoute ce que je te dis, faut pas qu'on te le dise. Toi, faut pas que tu lui dises. T'aurais pas dû me le dire, mais tu me l'as dit. Alors moi, je te le dis. Il faut pas qu'on te le dise. Apparemment, il a un background de fou. Mais d'après mes recherches, rien de très palpitant à se mettre sous la dent. En somme, des personnages un peu clichés, mais qui ont une personnalité un peu plus développée que leur apparence le laissait deviner. Allez, extinction des feux, tout le monde dort. Enfin, pas tout le monde, car à la faveur de la nuit, si tant est qu'il existe de la nuit sous terre, d'étranges personnes masquées à la démarche de mouche s'introduisent subrepticement dans le camp. Mystère. Au même moment, Milo, avec une forte envie de chier, se lève pour faire sa petite affaire, les faisant fuir. Et après avoir un peu bougé sa lumière dans la mauvaise direction, il réveille des lucioles super énervées, qui foutent le feu à tout ce qu'elles touchent. Ouais, elles ont changé les lucioles de Zelda. Et c'est là qu'on peut voir Rourke passer de vaguement agacé par cet amateur à « j'en peux plus, je vais le buter ». Je vais l'étrangler. Vache, retournez vous coucher. Une fuite s'engage, et on peut voir un curieux passage où Cookie fait avancer son bazar grâce à un plus petit véhicule. Oui, c'est pour pousser le cliché du cow-boy et sa monture pour faire avancer son camion. Et niveau cliché, ils ont même supprimé un membre de l'équipage, un certain Zoltan, le gars genre mystique et tout quoi. Mais je m'éloigne, on était en pleine fuite endiablée, qui va mener à une monumentale chute dans le vide après un couac au niveau du pont. Un accident qui a dû faire des tas de morts, mais c'est un peu pris à la légère. Bon, ceux qui sont pas morts, dites quelque chose que je vous entende. Après, ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont atterri dans la cheminée d'un volcan, sur de la pierre ponce qui absorbe bien mieux les chocs. Heureusement pour nous que le sol n'était pas si dur. Ça paraît anodin, mais ça aura son importance plus tard. Conclusion rapide de l'expert, le magma forme un bouchon en haut de la cheminée, et en cas de grosse explosion, le volcan pourrait se réveiller. Attends, répète un peu. Tu veux dire que le volcan pourrait se réveiller d'une minute à l'autre, c'est ça? Non, hein. Pour que la bête se réveille, ce qu'il faudrait, c'est une effroyable explosion. Peut-être je finirai ça plus tard, hein. Ça aussi, vous le gardez de côté, ça aura son importance plus tard. De son côté, notre linguiste a été séparé du groupe et tombe nez à nez avec les intrus de tout à l'heure. Et pas mal l'intrus. Elle le soigne rapidement avec son cristal et fuit à toute vitesse à l'approche de la foreuse de Gaëtan. Titre. La prochaine fois que tu me coupes la parole, je vais te claquer si fort que tu vas finir en fauteuil roulant. Milo les suit, le reste de l'équipe arrive, et là, la musique extra.
Ouais, la découverte de l'Atlantide envoie du bois. Et voilà le comité d'accueil. Qu'est-ce que c'est que ces guignols? D'où ils sortent? Ce sont sûrement des Atlantes. Quoi? Le ton monte un peu, mais heureusement, Milo comprend un peu leur langue et va pouvoir détendre l'atmosphère, et apprendre au passage que l'Atlante serait la racine de toutes les langues. L'Atlante est probablement la racine de toutes les langues. Et puis, il y a eu la tour de Babel. C'est même dans ce passage qu'on peut entendre en VF. Do you speak English? Oh yes, of course. I speak English, moi aussi, French accent romantique. Et en VO. Parlez-vous français? Oui, monsieur. I speak my language. Pardon, mademoiselle. Voulez-vous... Ce qui agite la taupe, mais pas pour longtemps. Méfiez-vous, elle est violente. Bon, je vais pas épiloguer sur les possibilités qu'une seule langue soit la base de toutes les autres, je ne suis ni scientifique, ni linguiste. Disons que filmiquement, ça passe. Ils sont donc invités à venir par la fille du roi local. Bienvenue dans la cité de l'Atlantide. Venez, il faut parler avec mon père maintenant. Ce qui fait officiellement d'elle une princesse Disney. Voici donc Kida, princesse de l'Atlantide, doublée en VO par Chris Summer, une grosse doubleuse de dessin animé, et en VF par Laura Blanc, la doubleuse de Kate Beckinsale et Rebecca Ferguson, entre autres. Et vous allez voir au fur et à mesure du long métrage pourquoi c'est une de mes princesses Disney préférées. On avance donc jusqu'au palais à travers un décor incroyable, qui est un mélange de différentes constructions du monde entier, qui viennent appuyer la théorie comme quoi tout partirait de là, l'architecture comme la langue. Ce qui se termine dans le plus beau décor du film, la pièce du trône royal, que je trouve sublime avec sa tête de roi qui pleure sur le côté là. Non vraiment, il y a un boulot de recherche et de création de décor qui est à saluer. C'est tellement beau. On arrive donc, selon toute logique, devant le roi Atlante, Kashekim Nedak, un vieux boug à cheval sur l'immigration, qui lâche au calme que personne ne peut voir la cité et survivre. Je confirme, il est très à cheval sur le sujet. Pour la petite anecdote, il est aveugle depuis qu'il a fixé comme un con la lumière de sa femme qui se fait avaler par le cristal. Et d'après les équipes, il a été le personnage le plus dur à faire, tout Disney confondu, à cause de ses tatouages. Ce qui calmera bien les animateurs pour refaire des tatouages à des personnages, jusqu'à Vaiana en tout cas. Il est doublé en VO par Leonard Nimoy, oui Spock en personne, et par Robert Party en VF, le narrateur de Frères des Ours, ou le vieux bibliothécaire de Richard et les livres magiques. Ah oui, je me souviens. Rourke prend la parole un peu maladroitement. Sire, en mon nom et au nom de mon équipe, je tiens à dire à votre majesté que c'est un honneur d'être les bienvenus dans votre cité. Et le roi les congédie poliment en les invitant à déguerpir sur le champ. Vous êtes bien présomptueux de vous croire les bienvenus ici. C'est que nous venons de très loin pour trouver... Je sais ce que vous cherchez. Mais Rourke arrive à négocier pour rester une nuit le temps de se reposer. Une nuit et une seule. Voilà pour les présentations entre les deux peuples. Ça aurait pu être pire. C'est même le roi qui le dit. Ton cœur s'est attendri, Kida. Il y a 1 millier d'années encore, tu les aurais tous tués sans hésitation. T'es ramolli? La CIA te fait bosser dans la paperasserie. Et elle se défend en expliquant qu'il y a 1 millier d'années, leur peuple n'était pas à l'agonie, et que leur isolement est en train de les tuer à petit feu. Les rois de notre passé pleureraient de honte s'ils voyaient notre décadence. Une scène très intéressante où on peut voir une princesse qui se rebelle contre les règles, mais reste proche de son père et tâche de lui faire entendre raison par un dialogue logique, plutôt que par une crise de nerfs à la con. Déjà un point pour Kida Lagotte, qui allie avec brio tradition et envie de nouveauté. Méfiant, nos amis veulent en savoir plus sur ce qui se passe et envoient Milo enquêter en comptant sur ses talents de tchatcheur pour séduire la princesse. Tu l'interroges avec tact, mais tu l'interroges. Toi, je vais te poser des questions et je quitterai pas la cité tant que j'aurai pas les réponses. Ah ouais, ça c'est fort, ça c'est très fort. Toi, je vais te poser des questions et tu ne quitteras pas la cité tant que je n'aurai pas les réponses. Parce que t'as mis. J'en profite au passage pour vous montrer la différence de couleur des traits des deux personnages, pour bien signifier leur appartenance à deux mondes différents. Chemin faisant, ils vont se date au milieu du décor fantastique de la cité, à base d'une question chacun. Première question de Milo la binocle. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Enfin, pas vous, pas toi, mais votre civilisation, comment tout ça est arrivé à se retrouver ici? Kida va donc lui raconter le début du film que lui n'a pas vu, ce qui surprend Milo. Tu me dis que tu te rappelles parce que tu y étais? Ça voudrait dire que tu aurais 8800 ans? Eh oui. Eh oui. T'es bien conservé, hein? Mais ça change tout. T'imagines toi 8000 ans de vie? Mais ça change tout. À elle de poser sa question. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Par quel chemin? Il répond qu'il a suivi les instructions dans ce bouquin, et elle est surprise de constater que monsieur sait lire l'Atlante. Tu ne sais pas lire. C'est ça? Tu sais pas lire? Hein? Attends, quoi? Sur plusieurs siècles, je veux bien qu'on oublie une langue au fur et à mesure des générations, mais vous êtes immortel. Vous pratiquez cette langue tous les jours, et vous devez sûrement la lire depuis plus de 8000 ans. Comment vous avez fait pour l'oublier? Personne ne sait. Nous avons perdu ce savoir depuis le temps du Mebelmok. Ah, depuis le déluge. C'est cela, oui.
Mais bon, enchaînons, elles lui montrent leurs scooters locaux en expliquant que ça fait des siècles, et chez elle c'est littéral, qu'elle essaie de le faire fonctionner. Mais bon, comme elle savait pas lire, elle pouvait pas traduire le mode d'emploi qui était sous ses yeux depuis le début. Oh merde! Oh, c'est con ça! Eh oui, c'était pourtant pas compliqué, il suffisait de lire le mode d'emploi, mais comme toi tu sais pas lire, enfin ce qui compte c'est d'avoir essayé. Oui, bon, c'est pas la peine d'en rajouter, hein. Et comment dire, c'est très nerveux. Ah ouais, ça va vite. Ensuite, il y a ce passage qui me faisait hurler de rire quand j'étais gamin. Moi, je m'appelle Kira Kakashi. Kira Kakashi? Me demandez pas pourquoi. Qui nous mène à la plus belle vue qu'on pouvait imaginer. Ça en fait pleurer d'émotion d'entre héros qui se rend compte à quel point, bah, c'est beau en fait, quoi. C'est juste... c'est les émotions, en fait. Son grand-père rêvait de s'y rendre et le voilà en train de l'admirer. C'est touchant. Mais ils ont dû arriver en début de matinée parce qu'après une promenade assez balèze pour les faire grimper jusqu'au point le plus haut de la cité et un test de booster débridé, ils s'en vont faire les marchés comme deux vieux copains sur le vieux port. Avec ce passage... T'appelles ça un tatouage? Ça, c'est un tatouage. Les 38 États des États-Unis d'Amérique. Tu veux que j'en fasse faire une petite danse? Allez les filles en place pour le quadrille. C'est type pas beau, ça madame? Bizarre. Nicolas. Puis ils rejoignent leur Airbnb pour un dîner qui doit bien les changer de la bouillasse à la merde que leur cuisinier leur faisait. Mais dans l'ombre d'une si belle soirée, des random soldats sortent des fusils et font ce geste qui indique clairement que ça va chier. Ça va chier grave. Oui, je sais, vous aussi vous aviez zappé leur présence fantomatique dans le fond, mais on en parlera plus tard. Car la soirée n'est pas finie. Ça part sur un petit bain de minuit avec la princesse. Kida? Qu'est-ce que tu fais? Tu dois savoir nager à ton âge. Oh, je nage, très joli. Comme un poisson. Comme un poisson. Un petit poisson, enfin comme un poisson qui nage. Néanmoins, ils mêlent l'utile à l'agréable et vont aller traduire quelques vieilles pierres sous-marines grâce à leur vitesse de nage monstrueuse et leur capacité pulmonaire de baleine bleue. Et c'est dans cette poche d'air qui les oblige à se rapprocher que Milo va lui révéler ce que les ruines racontent. C'est le cœur de l'Atlantide, le berger le dit dans son bouquin là. Et c'est pas du tout une étoile, non, c'est une espèce de cristal comme celui-ci. Voilà ce qui vous préserve, toi et toute l'Atlantide, et qui vous maintient en vie. Et ce cristal, il est où? J'en sais rien, mais cet indice est capital et le manuscrit n'en parle pas. Ou alors c'est la page manquante. Après ça, ils remontent et se font accueillir par leurs collègues armés jusqu'aux dents. Pourquoi toutes ces armes? Il y a une guerre quelque part? Mais il est con celui-là. Et je l'ai même pas vu venir. De vulgaires chasseurs de trésors, vous n'êtes ici que pour le cristal. Vous voulez dire celui-ci? Et oh tiens, elle était là la page manquante. Et du coup, j'ai une question. Pourquoi il l'a prise? Alors oui, j'ai compris. Cristal, richesse, tout ça. Mais il parle même pas l'Atlante. Vous voulez me dire qu'il a juste vu un joli dessin de cristal et qu'il s'est dit que ça avait l'air d'avoir de l'importance? Et bah il a eu de la chance que ça en ait vraiment parce que moi, à part une rosace et des masques qui tournent vaguement autour, je vois rien d'autre. Rourke ne fait pas son giga méchant et lui tend la main pour qu'il rejoigne le crew. Mais évidemment, notre gentil Milo ne va pas accepter. Maintenant, vous faites partie de la famille. Je ne suis pas un mercenaire. Et Kida non plus. Mais elle le fait comprendre de manière plus directe. Putain, belle, intelligente et qui se laisse pas faire, c'est vraiment la goutte. Et il y a cette réplique de Rourke qui me bute. Un mercenaire. Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme. Évidemment, dit comme ça, tout peut avoir l'air négatif. Et quand je dis qu'il est pas giga méchant, il va même entamer une discussion avec notre héros. Avec Gaston, il y aurait même pas eu de parlotte. Vous croyez que c'est un diamant, moi je croyais que c'était une batterie, mais c'est ni l'un ni l'autre. Ce cristal est leur force vitale, c'est la seule chose qui les maintienne en vie. Si on la leur enlève, ils en meurent. Oh là là, voilà qui change toutes les données. Qu'est-ce que vous en pensez, Elga? Oui, ça change tout. Nous le vendrons 2 fois plus cher. Elle a toujours le dernier mot. Ah ouais, ils s'en battent littéralement les couilles. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Si nous devions restituer toutes les œuvres d'art à leurs propriétaires, nous n'aurions plus qu'à fermer les portes des musées. Disons que nous voulons apporter notre petit caillou à l'édifice archéologique qui nous jetterait la pierre. Merci la VF pour cette petite vanne placée discrètement à l'improviste. Et mais remarquez comme il tente tout de même de le convaincre. Et devant les convictions de Milo, il va tout de suite passer au moment « Réponds ou je te tue ». Oh, ces négociations qui n'en finissent pas, c'est épuisant. Allez Milo, une dernière chance. Un grand classique. C'est le coup classique. Ce qui nous mène directement à la chambre du roi. Car d'après le livre, le cœur de l'Atlantide scintille dans les yeux de son roi. Notre bon roi Dagobert doit pouvoir nous éclairer sur cette phrase mystérieuse, n'est-ce pas, sire? Et mais ils se sont lâchés sur les vannes là. Alors, papy? Vous ne feriez que vous détruire. Il m'avait pourtant semblé avoir été clair. Oh bah non, pas le plexus, tu viens de lui couper la respiration, il va pas te répondre dans cet état. Ça trouble beaucoup la victime. Et Vlatipak, c'est le docteur gentil qui fait son mec choqué en mode... Cette violence-là ne faisait pas partie de notre plan. Mais tu t'attendais à quoi en te lançant dans le plan? Venez, on baisse tout le monde, on pique leurs richesses et on se barre comme des princes. Je comprends que tu t'attendais à autre chose, que tu sois déçu et choqué. Et là, Rourke va avoir un éclair de génie. Le
cœur de l'Atlantide scintille dans les yeux de son roi. Il est surprenant de bon sens parfois, lui. Pour moi, c'est ce genre de détails qui font de lui autre chose qu'un simple méchant un peu con, comme la plupart des gens le disent. On arrive donc à la chambre du cristal, et waouh, ça claque. J'adore cet effet 3D moitié liquide, moitié solide, et ces pierres représentant les anciens rois de l'Atlantide qui flottent autour comme pour le protéger, c'est grave cool comme idée. Jackpot. C'est un bingo. C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo. Bingo. Kida s'incline devant ses ancêtres. Respect à toi et à tous tes ancêtres. Et tombe ensuite dans une sorte de transe hypnotique qui l'a fait voler jusqu'au cristal avant de carrément fusionner avec lui sur fond d'une musique qui tabasse. C'est dans le bouquin, ça? Tout ce que je lis ici, c'est que le cristal est... qu'il est vivant, comme si c'était... Je saurais pas l'expliquer. Le cristal, c'est leur divinité, leur source d'énergie. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ils sont en lui, il est en eux. Eh ben, on va de surprise en surprise. En pas de mieux en mieux. Et oui, l'animation est super belle, avec ces traits de lumière là qui tranchent avec le sombre de cette grotte qui, elle aussi, envoie du bois, sans parler de la transformation avec ses effets super saiyan, même le reflet dans les lunettes de Milo, c'est du petit lait. Elle s'avance vers eux en marchant sur l'eau. C'est vraiment très impressionnant. Milo sauve Rourke sans vraiment s'en rendre compte. Non, ne la touchez pas. Et il l'enferme entre 4 planches de fer. Va savoir comment d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de chance qu'elle reste sage sans bouger le temps d'installer tout ça. Autant dire que c'est la cata, et Milo est dégoûté par ses amis. Vous balayez une civilisation entière, mais ça fait rien. Vous serez riche. Audrey, je te dis bravo. Toi et ton vieux papa, vous allez pouvoir vous l'offrir, ce deuxième garage. Et toi, Enzo, tu vas t'éclater avec tes compositions florales. La familia, ma, elle sera fière di bambino. Parce qu'en fin de compte, y a que ça qui compte. L'argent. Mais ils ont le droit d'aimer l'argent, merde. J'adore l'argent. Rourke a l'impression d'oublier un truc. La cargaison, l'équipage, le cristal. Oh, oui. Ça entretient la forme et puis ça défoule. Et il abandonne sur place comme un gros caca. Mais ça, c'était le geste de trop pour Audrey, qui va descendre les dés. Ce qui va convaincre les autres de juste pas être des bâtards en fait. Enfin, par les autres, j'entends ceux qui ont un chara-design. Sauf Elga, qui aime trop le pognon. Notre vilain, lui, il s'en bat un peu les roustons. Et il se casse avec la princesse cristallisée. Ce qui fait déjà perdre son pouvoir à l'Atlantide. Il en profite même pour faire sauter le pont, histoire de ne pas être suivi. Et les malheurs s'enchaînent quand on apprend que le roi est mourant. Hémorragie interne. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah ouais, la patate de monsieur a tué un immortel. Il était en papier, papy? Les fragiles des bronches, c'est héréditaire. Dans ses dernières paroles, il va révéler les secrets du cristal. Alors, grosso modo, quand il y a du danger, le cristal choisit une personne de sang royal pour se protéger et protéger son peuple. Pas un gars du peuple, hein, mais bien du sang royal. Parce que sinon c'est sale, j'imagine. Il absorbe la personne, vachement vénère quand même. En échange, il leur donne longue vie, force, etc. Et apparemment, à force de gober des gens, il a acquis une conscience individuelle. Oh, ça c'est intéressant. Mais ce ne sera pas abordé plus que ça. Putain, fait chier. Et lui, il en a fait une arme de guerre qui les a menés à leur perte. Donc oui, ils se sont bien fait péter une bombe atomique à la gueule. Ce qui a provoqué les événements du début, la boucle est bouclée. D'où le fait qu'il ait décidé de cacher cette puissance au monde, ce qui au passage empêche sa fille d'être emportée comme sa femme. Et oui, s'ils vivent planqués, pas d'agression, et pas d'agression, pas de sang royal qui se fait bouffer par un cristal géant qui vole. Voilà. Ok, c'est très intéressant tout ça, mais qu'est-ce qui va arriver à Kida? Si elle devait demeurer prisonnière du cristal, elle ne ferait plus qu'un avec lui pour l'éternité. Ouais, c'est chiant, ouais. Rapporter le cristal, sauver l'Atlantide, sauver ma fille. Mais t'es mignon toi, comment je sépare une femme et un cristal moi? Et puis ça commence à me saouler tout ça, merde. Je résume. Je conduis sans le savoir une bande de mercenaires au cœur d'un site archéologique unique au monde, afin qu'ils puissent enlever et décimer, voire les deux, toute une famille royale. Et pour couronner le tout, je décide de mettre la plus puissante énergie connue sur la planète entre les mains de ces mercenaires qui ont l'intention de la vendre à prix d'or au Kaiser. Et j'omis un seul détail. Oui, tu as mis le feu au campement et tu nous as fait tomber dans un gros trou. Merci beaucoup. Enfin, comme on dit, quand on touche le fond... Il ne reste plus qu'une seule issue, et c'est remonter. Milo, où tu vas? À la poursuite de Rourke. Arrête, c'est de la folie. J'ai jamais dit que c'était censé. J'en ai rien à branler. Et comment on y va? Il a détruit le seul accès à la cité. Ah oui, les poissons volants. Et tenez-vous bien, on va entendre un Atlante lambda parler pour la seule et unique fois du film. Comment ça marche? Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Il sait parler. À peu près normalement. Il suffit de se servir de votre cristal. Kida m'a montré. Bah non, c'est toi qui as montré à Kida. Tout le monde s'en fout. Notez que tout ça, c'est de la 3D qui passe crème. On peut même voir d'autres designs de véhicules très sympas. On va sauver la princesse. On va sauver l'Atlantide. Ou alors on va tous crever. Ouais, il a raison. On part à l'attaque. Émeute! Vas-y, émeute! De leur côté, Rourke et ses hommes réussissent à percer le bouchon du volcan, libérant la voie pour ce sublime ballon dirigeable. Titre, un peu long, mais... Titre,
Quel genre de porno vous regardez, vous? Mais hop hop hop, vous allez nulle part. Et c'est parti pour le bordel. Ça se tabasse la poiscaille dans les airs, et en face ils ont des petits aéronefs des plus mignons, armés de solides mitraillettes. Et le rapport de force semble un peu déséquilibré, sans autre chose que des arcs et des flèches pour attaquer. Mais Enzo va découvrir qu'il suffit de poser sa main sur le démarreur pour tirer des arcs électriques dignes de Palpatine. Voilà, ça me plaît, les choses se corsent. Haha, c'est drôle parce que Jean Reno est corse. Sans roue libre sur les vannes là. Bon, c'est bien sympa de tabasser tout le monde, mais faudrait quand même penser un peu à réfléchir. C'est donc Milo qui prend le contrôle des opérations, et pendant qu'il va occuper Rourke et sa blonde, Gentil et Audrey vont aller couper les chaînes de la princesse. 28 secondes pour couper un fémur, tu parles! Tais-toi et découpe! Et je parlais rapidement des armes à feu dans ma vidéo sur la planète au trésor, mais là c'est la fête. Mitraillette avec un canon beaucoup trop large, pistolet de poche, bombe, c'est la guerre. C'est la guerre, mon vieux. Et Milo, qui décidément n'en peut plus, fait foncer son véhicule sur le ballon et réussit à en percer une partie, obligeant Rourke et Helga à lâcher du lest. Seulement Monsieur le prend au pied de la lettre et jette sa comparse sans hésiter. Bon, on n'est plus à ça près. Je vous ai jamais aimé, Helga! Oh le bâtard! S'engage alors le 1v1 final entre un Milo tout chétif et la montagne de muscles sans cœur. Ouais, moi aussi je miserais pas sur le bibliothécaire. Mais vous vous rappelez sûrement comme moi de cette scène où Audrey dit « Heureusement pour nous que le sol n'était pas si dur. » Oui, apparemment il est suffisamment mou pour ne pas tuer Helga sur le coup, ce qui lui permet un dernier moment de bravoure. Et moi, j'ai jamais pu te saquer. Hasta la vista, baby. Ça accélère un peu le mouvement là-haut, et Rourke passe en P2 où on peut, à l'instar de plusieurs des méchants Disney, voir son vrai visage de pourriture sadique. Non mais regardez-moi ce petit sourire satisfait alors qu'il tente de hacher menu notre héros. Heureusement, Milo n'a peut-être pas la force de son côté, mais il est ingénieux. Il attrape un morceau de verre chargé d'énergie du cristal, et hop, petite coupure. Voilà, ça a l'air de rien, mais matez ce que ça fait à Rourke. C'est comme une réaction allergique. Eh ben, pas mal. T'as réussi à t'en débarrasser. J'en pouvais plus! Ah bah non. Ah bah si, en fait. Mais ça a un autre effet qui se coule, le volcan se réveille. C'est le volcan! Il se réveille! Ça va péter! Et il faut vite évacuer la zone, sans oublier Kida bien sûr. C'est donc parti pour l'attraction Futuroscope jusqu'à la cité, avec supplément libérer la princesse de sa prison, comme ça elle va pouvoir se la jouer système de sécurité, et réveiller les géants de fer. Protégeant ainsi son peuple dans une scène colossale tant par son gigantisme que par, encore une fois, sa bande originale. Et je crois que ce plan est mon préféré du film. Et c'est vraiment balèze comme protection, parce que même la lave n'en vient pas à bout. Kida est libérée, contrairement à sa daronne d'ailleurs, faudra m'expliquer, elle récupère le bracelet de sa mère perdu au début du film, et c'est la classe totale et absolue. Le moment est venu de repartir chez eux, mais pas pour Milo. Et on peut le comprendre, roi de l'Atlantide, ça sera toujours mieux que linguiste. Puis d'ailleurs, il y a un poste d'expert en charabia qui doit se libérer. Et je tiens à attirer votre attention sur les changements de Milo, qui est passé d'un petit ingénieur de chaudière peureux à sauveur de l'Atlantide. Sacrée évolution. Chacun fait ses adieux, c'est plein de beaux sentiments, de brisage de nuque, et tout le monde se met en place pour la photo de fin. Dites Yor! Une fois de retour, il faut quand même un peu expliquer ce qui s'est passé à Monsieur Whitmore. Disons qu'il a fait partir 9 pélos, et qu'il y en a 6 qui rentrent plein de pognon, et potentiellement immortels vu qu'ils ont tous un bout de cristal, et 3 qui manquent à l'appel. Il baratine en expliquant qu'ils n'ont rien trouvé, et que Milo, Rourke et Helga sont morts sur place. Mais je crois que c'est juste pour les médias, parce qu'entre les photos et le cadeau, ça paraît assez clair. Cher Monsieur Whitmore, j'espère que cette preuve vous suffira. Moi, elle m'a convaincu. Merci de ma part et de la sienne. Milo Thatch. Salut mon pote. Dernière scène où on peut voir Kida la Queen faire monter son caillou de perche jusqu'au cristal, et très ressemblant. Des zooms de fin, qui est une maestria de plans mis les uns sur les autres, un des zooms magnifiques qui nous permet d'admirer la cité pleine de vie dans toute sa splendeur. Et fin! Sur une musique pop début 2000 qui n'a rien à voir. Bah qu'est-ce que ça fout là? Bon. Les gars, il y a des choses à dire. Mais oui, mais genre quoi? Vous pourriez légitimement me demander, est-ce que tu aimes ce film? Et oui, je l'adore. Je l'adorais déjà quand je l'ai découvert plus jeune, entre 8 et 9 ans. Après, il fallait s'y attendre. Ça rejoint la planète au trésor par pas mal d'aspects. Un jeune homme naïf, qui part à l'aventure en parcourant une route semée de découvertes, qui vont lui en apprendre autant sur le monde qui l'entoure que sur lui-même. Avec 2 figures paternelles, une sage et une autre plus sauvage. Et au bout, un trésor, qui paraît matériel au début, mais se révélera plutôt être métaphorique. Avec comme différence que dans l'Atlantide, Milo tue le père. Et dans la planète au trésor, il fait
fait la paix avec. Oui, c'est aussi le parcours de personnages de plein d'autres persos Disney, mais moi c'est celui de ces deux persos en particulier qui m'a le plus marqué. Au passage, lui, contrairement à La Planète au Trésor, a eu une suite en direct au DVD, Les Énigmes de l'Atlantide, sorti début 2003. Mais ne vous emballez pas, c'est un truc qui à la base devait être une série, auquel ils ont pris les épisodes pour les coller ensemble avec du caca et de la glu. On suit les aventures de Kida, qui découvre le monde à travers des scènes pas comiques du tout, à part peut-être celle-là. Comment les gens peuvent se servir de ces choses s'ils les enferment dans une vitrine? Ça sert à les protéger. Je sais à quoi sert une lance, figure-toi. Mais pourquoi est-elle dans une vitrine? C'est la vitrine qui sert de protection. La lance ne serait pas une meilleure protection que la vitrine? Si. Enfin non, elle est là pour empêcher que quelqu'un ne la vole. Mais enfin, pourquoi quelqu'un voudrait voler une vitrine? Mais quelle icône celle-là! Avec comme fil rouge, la poursuite de créatures ou d'items que l'Atlantide a disséminés un peu partout dans le monde et qui foutent la merde. Il y a un passage avec le Kraken, minable. Ensuite des chiens de sable dans le désert, minable. Et ça finit en Ragnarok avec les dieux du feu et de la glace. Méga minable. Ouais, carrément. En plus, c'est moche à crever et certains doubleurs sont même pas revenus pour les personnages. Certainement ramassés dans le bassin sud du Colorado. Alors mange-la vite avant qu'elle se sauve. Mis à part peut-être ma tante Rosa, en bikini, gentille femme, mais diablement charpentée. C'est dégueulasse! Non vraiment, le seul atout de cette suite, c'est qu'on voit un peu plus Kida. Si comme moi vous l'adorez, peut-être que vous trouverez un peu de plaisir dans le visionnage de ce truc. Et pour en revenir au film, je vais devoir aborder 2-3 petits trucs qui me chiffonnent. J'ai un petit souci avec le rythme et la durée. Le commencement est cool, et on accroche par l'ambiance et les personnages. Mais arrivé au milieu, la tension retombe comme un soufflet. Au début de la production, les 2 premiers actes faisaient arriver le film autour des 1h30. Donc oui, avec le 3e acte, on aurait facilement dépassé les 2 heures. Ce qui ne se faisait pas du tout début 2000. Et oui, c'est un peu des barres d'entendre ça, quand on voit qu'aujourd'hui la plupart des films dépassent allègrement les 2 heures. Alors, on a carrément dû supprimer des personnages et des scènes entières. Après, je vous rassure, toutes les scènes n'étaient pas forcément bonnes à garder. Par exemple, dans l'intro, on devait suivre une équipe de vikings tâchant de trouver l'Atlantide. Ils se font attaquer par une créature poulpesque, ils se font exploser... Et on retrouve le bouclier de leur chef, traduit par Milo au début du film, et le manuscrit du berger. Alors oui, c'est sympathique, mais je suis d'accord avec les réals quand ils disent qu'il est mieux de se focus sur le drame de l'Atlantide et sur la perte tragique de la mère de Kida avec ce bracelet comme catalyseur là. Après cette histoire de bracelet là, j'avoue que j'avais même pas fait gaffe. C'est un peu ténu comme lien avec sa mère. Mais ça c'est pour l'intro. Pour le milieu du film, ils avaient prévu plusieurs scènes d'aventure assez intéressantes. Juste après l'attaque du Léviathan, ils débouchaient sur la grotte où ils devaient être attaqués par des sortes de méduses volantes. Et c'est Madame Placard qui leur mettait une branlée avec des câbles électriques, histoire qu'elle soit un peu plus à l'écran que seulement 3 minutes. Bon après ça aurait fait 2 attaques de suite sans pause, et certains moments où les gars se font gober la tête me rappellent un peu trop le passage des insectes de King Kong. Quelle histoire ça aussi. Un peu plus loin, quand le pont s'écroule pendant leur fuite, Milo, au lieu d'être retrouvé par les Atlantes, se retrouvait aux prises avec le gros mille-pattes énervé qu'on voit juste là, avant de tomber quand même sur les Atlantes, qui le chassent. Bon ici, pas forcément besoin de garder la scène plus que ça, même si on aurait pu quand même faire en sorte que là, quand il le dérange, il y ait au moins une petite scène de baston qui s'enclenche. Oui, parce qu'on n'est pas dans Star Wars 9 là. Quand on dérange un truc avec une sale gueule, il est censé vous attaquer. Bah ouais, logique. Un peu plus loin, ils étaient aux prises avec un concept que je trouve vraiment génial pour le coup, une baleine de lave. Et celle-là, je trouve qu'ils auraient pu la garder. C'est impressionnant, ça raconte quelque chose sur la nature du secteur, et ça fait une péripétie qui tient en haleine. Le concept sera d'ailleurs réutilisé dans le 2 pour cette version modèle réduite. Enfin voilà, il y avait moyen d'amplifier tous les enjeux, mais bon, comme à l'époque on dépasse pas les 1h30 pour un classique Disney, bah on perd une partie de ce qui fait de lui un bon film d'aventure, pour se recentrer plus autour de Kida et Milo. Du coup, c'est sympa, mais on s'éloigne un peu des codes des films qu'il voulait convoquer. Et je parle du milieu, mais pour la fin c'est aussi un peu rushé. Rien de catastrophique, je vous rassure, mais ça aurait mérité un peu plus de temps pour avoir les réactions des gens vis-à-vis d'une découverte aussi incroyable. Là on les voit que quelques minutes chacun, et c'est surtout pour des blagues. Hey, n'oubliez pas de manger la tête. C'est plein de vitamines. Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. Il y a ça, mais j'aurais vraiment aimé avoir une scène où on en apprendrait un peu plus sur les locaux aussi. Genre dans cette scène où ils vont manger chez l'habitant, on aurait pu en profiter pour discuter un peu avec le proprio et en apprendre plus sur eux et comment ils ressentent la situation. En gros, il aurait fallu plus de temps, quitte à dépasser les 2 heures. Après, il y a un autre truc qui me dérange, c'est ça là. Ouais, ces gars là dans le fond, qui font figure d'ombre alors qu'ils font partie de l'équipe. Ça aussi, vous avez vu combien de véhicules et d'hommes ils sauvent grâce à ce mini sous-marin et ce truc là? Je vois vraiment pas comment ils ont réussi à foutre tout ça là-dedans. Surtout qu'en plus de clairement pas être développés du tout, eux et quelques autres Pékins là, ils sont à nombre variable. Là ils sont une quinzaine, après l'attaque des Lucioles on en voit plus que 5, un peu plus loin ils se multiplient et ils sont une dizaine, et à la scène de baston de fin ils sont carrément une armée, et ils ont des véhicules en plus. Alors oui, quand t'es gamin tu fais pas gaffe, mais là c'est abusé quoi. Ma suspension d'incrédulité ne consent que difficilement à ce qu'elle constate, mais je dois reconnaître que pour des éléments 3D, c'est hyper bien fait. Oui, vous aussi ça vous surprend? Non franchement c'est quasiment de la magie. Leur intégration est si bien faite qu'on pourrait vraiment croire qu'ils sont autant en 2D que les autres. Et globalement,
voilà les trucs qui me gênent un peu dans mon visionnage, et qui ne peuvent pas suffire à le mettre trop près de mon top 1, La planète au trésor, même s'il est pas très loin derrière non plus. Mais vous vous en doutez, si je classe aussi haut dans ma liste, c'est qu'il doit avoir des qualités. Déjà, l'histoire. Car oui, partir à la découverte de l'Atlantide, c'est un truc qui fait vibrer en nous notre corde de l'aventure. Ça convoque notre besoin de découverte, en venant titiller notre fibre jules-vernienne. En plus, on s'y rend avec une palette de personnages tous plus bigarrés les uns que les autres. C'est des mercenaires qui fument, qui picolent, avec assez d'armes sur eux pour prendre un petit pays. Ils sont drôles, attachants, parfois durs, et leur retournement de veste de fin se fait après avoir été convaincu par Milo. C'est pas non plus complètement sorti du cul, je trouve. En plus d'avoir des personnages féminins de qualité supérieure. Et je vais me permettre de reprendre les très justes propos de Bolchegeek. À un moment où on essayait vaguement de sortir des princesses un peu rebellounettes, alors là, eux, ils étaient dans le futur. C'est-à-dire qu'ils en étaient même plus à affirmer quoi que ce soit. Ils traitent directement les nanas comme des personnages. Point. D'ailleurs, allez voir sa vidéo sur le sujet, c'est très intéressant. Avec évidemment en point d'orgue, ma Queen Kida. Non franchement, entre elle et Esmeralda du bossu de Notre-Dame, c'est du caviar. Ça prouve que ces gars savaient écrire leur personnage. Elle est belle et sexy sans jamais tomber dans le vulgaire, veut s'émanciper mais reste fidèle à ses valeurs, elle se bat pour ses convictions, en utilisant la force si nécessaire, royale mais qui connaît son peuple et ne les prend pas de haut. Non vraiment, je l'aime trop. Je regrette juste qu'elle finisse littéralement en femme-objet pour les 20 dernières minutes du film. Bon, ça lui rajoute une aura de puissance qui fait plaisir, mais si c'est juste pour l'enfermer et rien lui faire faire d'autre que vaguement voler, c'est un peu dommage. Bon, tu descends ou je te descends là? Avec évidemment des doubleurs qui envoient tous du bois en VF, mais ça c'est tellement un classique pour Disney que je pense pas qu'il y ait besoin de le préciser. Bien sûr, il y a aussi la beauté visuelle de l'œuvre qui arrache la rétine, surtout pour l'époque. Ils l'ont créé en cinémascope, un format qui permet de présenter des paysages et des mouvements de foule plus larges. En gros, c'est pour en mettre plein la vue. Et c'est exactement ce qu'on veut pour une fresque épique comme l'Atlantide. Merci à Ed Gretner pour son boulot là-dessus. Alors ok, il louche un max, mais il a un sacré coup d'œil. Et puis avec eux, c'est du travail de fourmi, où ça dessine les grandes lignes, ça nettoie, puis ça colorise avec brio. Regardez-moi le taf que ça a dû demander pour chaque scène, c'est bluffant. Avec là aussi comme ultime défi, ce dézoom de fin. Un plan qu'ils avaient déjà essayé de faire sur le bossu de Notre-Dame, mais qu'ils avaient dû finir en le planquant dans les nuages, parce que les PC de l'époque n'arrivaient pas à suivre. Avec les avancées technologiques au moment de la production, ils ont pu finaliser leur idée avec brio. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais ça a vraiment été un challenge pour les équipes. C'est le plan le plus complexe qu'on ait eu à tourner en un siècle d'histoire de Walt Disney. D'ailleurs, abordons la 3D un instant, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la magie qu'ils ont mis en œuvre ici. Un film aussi pionnier sur le mix entre 2D et 3D comme ça, c'est un vrai petit bijou. Sur les PC archaïques de fin 90 en plus. Entre le Léviathan, tous les véhicules plus fous les uns que les autres, les géants qui protègent la cité, ça s'intègre tellement bien en termes de couleurs, de reflets, de lumière, de proportions, je suis réellement subjugué par un tel travail. Pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur mix entre les deux technos qu'on ait vu dans un film d'animation, au moins pour l'époque. Bref, du travail de professionnel. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur les effets spéciaux de Marlon West. Les effets de fumée, d'explosion, les bulles en 2D là, l'électricité, tous ces petits détails qui donnent un mouvement et une vie à chaque action que je trouve phénoménal. C'est tellement bien intégré qu'on remarque même pas le boulot, mais oh mon dieu comment ça embellit l'entièreté du film. Ou par exemple les effets sonores de Gary Ristrom, qui font tout le sel de l'œuvre. Le son flippant et profond du Léviathan, obtenu en triturant des champs de baleines. Le bruit des véhicules volants qui a été obtenu en bidouillant des centres camions. Pour les mini sous-marins là, il a utilisé l'audio d'un jet d'eau sous pression, comme chez le dentiste. Pour les cristaux, c'est un harmonica et un doigt sur une coupe de champagne. Pour les géants de fer, il a frotté des pots en céramique entre eux. De toute façon, je trouve le métier de sound designer tellement passionnant que je pourrais faire une vidéo entière dessus. Voir autant de monde arriver à se calibrer et se coordonner autour d'un projet d'une telle ampleur, c'est stimulant en termes de création. Ça devait être une telle ambiance de fou et un tel microcosme de créativité que j'aurais rêvé d'être une petite souris pour assister à chaque réunion. Et bien sûr, vous vous en doutez, je gardais ça pour la fin. La musique, composée par le grand James Newton Howard, qui a aussi fait les BO du Cygne et de la Princesse, Waterworld, Dinosaur ou encore King Kong. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Enfin, pour moi, c'est surtout le gars derrière les meilleures musiques de Disney, c'est-à-dire la fucking planète au trésor. C'est de la musique orchestrale de qualité plus, qui vient donner ses lettres de noblesse à l'expression aventure. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on est autant dépaysé, parce que le monsieur est allé puiser ses idées dans des sonorités asiatiques, indonésiennes et sud-américaines, pour bien qu'on entende la multitude de cultures que reflète l'Atlantide. Pour les moments où on suit nos amis les explorateurs, on a une approche très symphonique et grand spectacle à l'ancienne, avec des trompettes, des basses et
des trombones. Pour les Atlantes, c'est des carillons, des cloches et des gongs très traditionnels. Ça nous prend par les tripes et ça fait souffler un vent d'épique sur tout le film que seul lui s'est imposé avec autant de brio. Oui, je sais, j'en fais toujours trop quand il s'agit de musique, mais on oublie souvent que dans œuvre audiovisuelle, il y a audio. Et moi, quand l'audio est aussi qualitative, je ne peux pas rester de marbre. Mais alors, on pourrait se poser la question, est-ce que tous ces efforts ont payé? Comme vous le savez, l'Atlantide, l'Empire perdu est sorti le 28 novembre 2001. Une année énervée en termes de sorties ciné, en voici d'ailleurs un petit florilège. Voie 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Donc ouais, pas facile de se faire une place. Il a bénéficié d'une promotion plutôt bonne, disons meilleure que celle de La Planète au Trésor, mais pas aussi bonne que celle de Lilo et Stitch. Elle, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et pour un budget de 100 millions, il n'en a rapporté que 84 aux États-Unis. Mais c'est un peu rattrapé en rapportant 185 millions à l'international, avec une solide 8e place en France où il a quand même fait 4 millions d'entrées. Et franchement, je vois pas comment il aurait pu faire mieux entouré de tels mastodontes. Je dirais même qu'il s'en est plutôt bien sorti compte tenu des circonstances. Et j'aborderai même pas son score Rotten Tomatoes, assez moyen. Mais bref, matez l'Atlantide. C'est sûrement le film d'animation qui aborde l'aventure avec le plus de talent. C'est un boulot de titan qui se voit et s'entend clairement. C'est des gens amoureux du genre qu'ils adaptent et ça se sent. C'est des artistes qui ont pu laisser s'exprimer un style qu'on n'avait jamais vu avant et qu'on ne retrouvera pas par la suite. Suce-boule en chef. Et avant de partir, oui, Milo et Gentil me font aussi grave penser à ces deux personnages de Stargate. Et oui, je veux voir une version live avec Tom Holland dans le rôle principal. Et un casting que je vous mets à l'écran rapidement, juste pour vous mettre la bave aux lèvres. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir prêté l'oreille jusque-là. Et en attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, écrivez un commentaire, je vous lis tous, et surtout, faites sonner ma grosse cloche. Salut! Hé, Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Merde. C'est la fin.